Bienvenue à Citoji Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, chargé de la communication pour l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, et je suis aujourd'hui avec Marcos Regis da Silva, directeur exécutif de l'Institut interaméricain pour la recherche sur les changements climatiques. À ce poste, il est chargé de fournir des conseils stratégiques aux décideurs politiques de haut niveau sur les questions liées au changement mondial et à leurs impacts socio-économiques. Auparavant, il a occupé le poste de chef des services de gestion des connaissances et de sensibilisation auprès de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction. Et il a, avant ceci, été à la Convention sur la diversité biologique. Bienvenue, Marcos Regis da Silva, à Citoji Talk. Merci, Marc, c'est moi qui suis ravie d'être ici. Vous pourriez peut-être commencer par nous en dire un petit peu plus sur votre institut et nous dire ce que fait cet institut, quelles sont ses priorités et les défis auxquels il est confronté et auxquels vous êtes confronté depuis 10 ans à ce poste de directeur exécutif. Nous sommes une organisation intergouvernementale. C'est important parce qu'elle est fondée sur des traités. Elle est composée de 19 États des continents américains, de l'Arctique à la Patagonie. Et même s'il n'y a que 19 États, ça couvre environ 95% du territoire américain, y compris les endroits qui ont une grande biodiversité. Et donc l'IAI a été fondée pour poursuivre l'excellence scientifique pour offrir à des politiciens les informations nécessaires pour prendre leurs décisions. Donc nous, on ne s'appesantit pas sur la politique, mais sur la science. Et la science nous permet de cibler les domaines qui sont identifiés comme les plus urgents. Et bien entendu, les changements climatiques est une question. Nous avons également de l'intérêt à mener des projets transdisciplinaires, et c'est-à-dire que nous avons plusieurs institutions qui sont localisées dans différents endroits couverts par l'IAI, et il faut qu'elles soient conçues d'une façon qui soit multidisciplinaire. Et donc, ce sont les données ouvertes qui vont appuyer la science. Donc, à cet égard, je pense que nous avons mené et démarré beaucoup de projets très intéressants. Nous avons l'un des plus réseaux scientifiques établis, des meilleurs scientifiques du monde. On coopère avec des gouvernements, des ONG, des organismes de donateurs. Et dernièrement, nous avons également organisé le Belmont Forum, donc voilà, avec la secrétariat générale de notre institution. Et le Belmont Forum, c'est une association mondiale d'agences de financement qui sont intéressées dans la recherche sur le changement climatique et autres thèmes. Et au cours de ces 10 ans, votre poste de directeur exécutif, quelles ont été les grandes questions auxquelles vous avez été confronté? Comment vous arrivez en quelque sorte à marier la science et la politique? Eh bien, nous voulons vraiment approcher la science à la politique. Et nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que d'autres régions, c'est-à-dire le besoin de plus grande capacité des institutions. Et nous sommes divisés entre les pays du Nord global et du Sud global. Il y a une mauvaise compréhension de l'effort scientifique, et ça, il faut que ce soit mieux expliqué, mieux communiqué au grand public. Le financement est toujours une question très épineuse, car nos projets ne sont pas financés par notre budget ou par les contributions volontaires des partis, mais nous cherchons des financements pour les projets que nous menons. Donc, on additionne tous ces défis et finalement on voit que nous avons été capables de relever ces défis. J'aimerais qu'on ait plus de temps pour que je vous explique le programme de construction des capacités de notre programme donc, qui engage beaucoup de chercheurs. Et donc,
et nous faisons en sorte qu'on puisse en apprendre plus sur les mystérieux mécanismes de la bureaucratie et donner aux ministres la connaissance scientifique dont ils ont manqué. Nous avons un centre de diplomatie scientifique, nous avons une formation transdisciplinaire, etc. Donc, en gros, nous sommes face aux mêmes défis que d'autres institutions, y compris les Nations Unies. Je vais certainement revenir sur le grand défi que consiste la science et d'expliquer ce qu'est la science au grand public et aux politiques, car c'est crucial pour certains des sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Mais j'aimerais passer au changement climatique et à commencer par une question générale. Comment décrivez-vous, caractérisez-vous aujourd'hui l'état des efforts mondiaux visant à faire face au changement climatique et également pour être préparé aux conséquences de ce qui semble un dépassement de plus en plus probable des températures et de l'objectif de température de 1,5 degré. Nous avons un ensemble différent de pays. D'un côté, nous avons les États-Unis qui ont les capacités d'entreprendre des projets comme ceci. Et à côté de ça, on a des petits États en Amérique centrale où il serait très difficile de mettre en œuvre la modification du rayonnement solaire. Mais il y a un souci dans la région, et surtout parce qu'un grand nombre de décisions ont été prises sur la MRS, la modification du rayonnement solaire, la Convention sur la diversité biologique a adopté un certain nombre de décisions qui ont des conséquences mondiales. Et je pense que le GIEC a fait un travail formidable, magnifique. Le programme des Nations Unies sur l'environnement a décidé d'en débattre dans son assemblée générale. Donc les pays de la région qui n'ont pas cette capacité et n'ont pas véritablement songé à le faire. Et nous, finalement, ils nous demandent d'examiner à l'IAI, d'examiner ce que c'est et de leur fournir des informations qui leur permettent de prendre des décisions. Mais quel est le souci principal sur le changement climatique en Amérique? C'est la crainte qu'on ne réussisse pas à atteindre l'objectif de 1,5 degré, mais qu'on le dépasse très largement. Il y a énormément de villes qui sont des villes côtières sur le continent américain. Et l'Amérique, c'est un grenier à blé. Donc, voyez ce qui s'est passé avec l'Ukraine, ne serait-ce qu'avec l'Ukraine. Imaginez ce qui se passerait si l'Amérique ne pouvait pas remplir son rôle de grenier à blé. Donc, toutes ces questions viennent au premier plan. Et la MRS a été l'un des thèmes sur lesquels on a décidé d'apporter des informations à nos parties pour qu'elles puissent prendre des décisions plus éclairées. J'aimerais vous poser quelques questions pour avoir des détails justement sur les conférences et autres, mais je me demandais si on pouvait un petit peu prendre un petit peu de recul et en quelque sorte donner le contexte de tout ceci. Vous avez parlé du réchauffement de 1,5 degré, et on voit également des préoccupations de plus en plus grandes au sujet des points de bascule et des défis en cours pour voir comment le monde répond à la vitesse nécessaire et avec l'ampleur nécessaire. Donc, je me demandais si avant de discuter donc de la MRS, si on pouvait parler du contexte. Quel est le moment que nous sommes en train de vivre? Est-ce que c'est un moment de grand risque? Comment vous le caractérisez en somme? Et je crois que cette question est très claire car le GIEC a clairement expliqué dans son dernier rapport, a clairement mis les choses dans leur contexte. Nous sommes face à une question existentielle ou de notre extinction, on va dire. On n'est plus à se perdre en conjectures et à penser que peut-être, etc. Non, il faut vraiment. Le GIEC a dit clairement qu'il faut agir très vite. Et j'applaudis vraiment le GIEC pour son rapport, pour la qualité des études, et je pense que le GIEC a fait véritablement un travail magnifique et beaucoup de nos scientifiques sont des co-auteurs de ce rapport du GIEC. Comment les régions peuvent avoir cette vision pour faire face au changement?
comme une communauté d'États. Car il y a également des questions qui sont mises en avant parce que 5 pays sont responsables, non, attendez, 4 pays sont responsables de 50% des émissions mondiales, 10 pays sont responsables de 75% des émissions mondiales. La plupart des pays latino-américains sont à zéro émission, mais on n'a pas vu la différence. Et même si tous les pays d'Amérique latine arrivaient à avoir des émissions zéro, il y aura encore ce réchauffement. Donc, la plupart des questions pour notre pays, c'est l'adaptation et l'atténuation. Comment on peut atténuer les effets et comment on s'adapte à ce réchauffement. Et au-delà de ce dépassement d'1,5 degré, quel type de risque sommes-nous susceptibles d'avoir? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation générale des risques et on va atteindre ces points de bascule tant sur le plan physique que le plan social? Est-ce que vous voyez qu'on arrive à ce moment où on va franchir comme ça des paliers, des degrés il y a vraiment des paliers qu'il ne faut pas dépasser? Eh bien, en Amérique du Sud, et dans le cône Sud, il y a de très grands soucis sur la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, car c'est une région qui a subi de grosses sécheresses et l'économie de ces économies est basée sur l'agriculture. Donc, on n'aurait pas simplement un impact économique grave, mais également un impact très grand sur l'alimentation mondiale. Et beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Regardez, l'Ukraine est peut-être malheureusement le meilleur exemple de comment un seul pays peut tout chambouler l'approvisionnement alimentaire du monde. Et imaginez le côte sud, par exemple avec l'Argentine, qui est l'une des régions les plus riches en termes d'agriculture au monde. Donc, deuxièmement, il y a un très grand souci qui est la montée des eaux. Donc, très peu a été fait dans ce domaine. Et nous avons les petits États insulaires dans les Caraïbes qui sont aux premières loges des changements climatiques. Et eux, ils sont vraiment face aux conséquences dès maintenant. Regardez l'intensité des ouragans, des cyclones, la montée de niveau de la mer, la sécurité alimentaire. Et enfin, sur le plan social, on voit déjà que pratiquement toutes les migrations qui vont d'Amérique centrale en Amérique du Nord sont causées par le changement climatique. Et comment on fait face quelles sont les solutions à la fois humaines et efficaces pour résoudre des flux de migration à grande échelle comme cela. Donc tout ceci, bien sûr, est sur la table. Comme vous l'avez dit, bien entendu, la réduction des émissions et l'émission du carbone et l'adaptation sont des priorités, mais comme on l'a dit avant, les scientifiques examinent si les risques pourraient être réduits par l'utilisation potentielle de la modification du rayonnement solaire qui consiste à refléter une partie de la lumière solaire entrante dans l'espace pour diminuer les températures mondiales. Mais ça se accompagne de nombreuses polémiques parce qu'on n'en sait pas assez et que par ailleurs ça s'accompagne de nouveaux risques. Donc en août, vous avez organisé une conférence pour pouvoir apporter aux gouverneurs des connaissances sur la science et la gouvernance de la MRS. Pourquoi avez-vous organisé cette réunion et quelles étaient les priorités à faire ceci? Mon organisation, l'IAI, a un programme des questions émergentes où nous voulons apporter au gouvernement d'Amérique des importantes informations. Par exemple, voyez la biologie. La raison pour laquelle on a organisé cette rencontre, c'était d'apporter aux politiques une conséquence de ce qu'est la MRS, pourquoi ils devraient être préoccupés et s'en soucier peut-être, quel est l'état de gouvernance actuel et de leur apporter des informations scientifiques leur permettant d'apporter ça au ministère et de leur donner un résumé de tout ceci et de donner à nos États une meilleure compréhension
lorsque l'on parle de ceci dans les conférences et les forums internationaux. Et comment les parties ont-elles réagi en voyant que ceci était mis à l'ordre du jour et comment elles répondent, réagissent à, à ces débats? Il est important de comprendre que l'IAI n'est pas donc du domaine de la politique et donc on ne fait pas de recommandations sur la MRS, sur son utilisation. Notre objectif, c'est d'apporter une information. Dire voilà ce qui arrive, voici sont les faits, voilà ce dont on débat, voici la science, voici la gouvernance. Et je pense que les parties sont reconnaissantes, elles apprécient cette opportunité de mieux comprendre et il incombe ensuite au gouvernement américain de voir où ils vont aller. Et y a-t-il des points essentiels qui ont été retenus de la conférence ou est-ce que maintenant vous attendez que vos membres digèrent ce qu'ils ont appris et prennent éventuellement d'autres étapes? J'attends surtout de voir ce qui va arriver, de voir si par exemple les pays vont vouloir que l'IAI fasse plus de recherches sur la MRS, pousse la société, etc. Mais une fois de plus, nous, ce sont nos partis qui nous guident. Mais on met la question sur la table, on donne l'information, mais ensuite c'est aux décisions de prendre leurs décisions. Et je ne sais pas si c'est le mot correct, mais il semble que les petits États insulaires en développement euh, ont l'air d'avoir plus d'intérêt à la MRS que les États continentaux. Et je n'ai pas de données qui étayent ceci, c'est juste un ressenti. Mais c'est peut-être parce que les plus petits États insulaires sont véritablement aux premières loges du changement climatique et que ils ont bien sûr les conséquences sur la société et quand il y a ces conséquences, peut-être qu'ils cherchent d'autres solutions. C'est intéressant. Étant donné de l'impact global que la MRS pourrait avoir et aurait donc besoin d'une gouvernance internationale qui impliquerait l'apprentissage, la recherche et éventuellement la décision de l'entreprendre ou pas et dans quelles circonstances. Donc, comment voyez-vous que ces conférences stimulent cet apprentissage et comment elle fait face à ces défis de gouvernance? Je pense que la MRS est confrontée au même défi qu'il existe quand une question ne rentre pas dans un instrument multilatéral. Et c'est une question, un problème transversal. Et le fait que la Convention sur la diversité biologique parle de la MRS et en discute, en dit long justement sur ceci. Et les difficultés viennent de cette fragmentation de tous ces... nous avons une étude qui a été faite par le PNUE en 2010 qui a identifié 1500 traités environnementaux. Et beaucoup sont bilatéraux ou pas, mais il y a quand même une fragmentation de tout cela, car chaque traité a son propre ministère, son ministère national et sa représentation et un budget réduit, etc. Donc, regardez, la plupart des traités sur la diversité et autres ne sont pas des conventions des Nations Unies. Ils sont administrés par les Nations Unies, mais ils ont leur propre organe de gouvernement. Donc, il y a beaucoup de décisions ils ont des budgets réduits. Donc, ça crée toute une confusion dans le gouvernance. Et c'est surtout vrai avec la MRS. Et donc, une partie de de rencontre, de ces meetings, c'est de dresser les grandes lignes de où va la gouvernance, quelles sont les discussions avec tous ces différents organismes. Et, et peut-être, c'est peut-être un moment opportun pour la gouvernance pour discuter et voir entre les personnes quels sont les meilleurs instruments qui existent ou même de voir si un nouvel instrument conviendrait mieux. Et je pense que bien sûr, c'est pas quelque chose que vous allez recommander aux États membres, ou peut-être qu'il y a une sorte d'option ici, de façon que vous pourrez approcher cela. Quelles sont vos opinions, vos pensées sur ce qui pourrait être l'endroit le plus approprié pour discuter de ceci, des forums internationaux, nationaux? Marc, oui, bien sûr, nous on parle de ces défis et d'après moi, euh, en travaillant pour la gouvernance,
On a cette fragmentation très forte. Et la question sur la MRS va continuer à être débattue. Mais il incombe au gouvernement de décider d'avoir ces mécanismes appropriés pour utiliser ces questions ou pas. Et je pense que ce serait vraiment pas du tout approprié de ma part de recommander un instrument ou de recommander un nouvel instrument. Mais en revanche, je pense qu'il est de ma responsabilité, de mon mandat, d'expliquer ceci au gouvernement et de suggérer qu'il est venu le moment de discuter des défis auxquels nous sommes face à un éventuel développement de ceci. Et en gardant ceci à l'esprit, qu'est-ce qui serait approprié ou possible pour vous de partager vos réflexions sur les principales caractéristiques qu'il faudrait pour ces mécanismes de gouvernance, c'est-à-dire comment le faire, etc. Quels sont les éléments clés de ces mécanismes de gouvernance pour les discussions sur la MRS? Et tout d'abord, le nombre de parties pour cet outil multilatéral. La Convention sur la diversité biologique a presque des membres universels, mais les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Et bien sûr, les États-Unis ont de grandes capacités et devraient prendre des décisions d'investissement, etc. Le GIEC est un organe de conseil. Il donne les informations aux partis, mais ne prend pas les décisions. Et les gouvernements qui participent prennent leurs décisions, mais le GIEC leur donne le rapport de nos partis pour que celles-ci prennent leurs décisions. Et c'est une question difficile car ça va au niveau national et du national à l'international, mais l'IAI essaye d'apporter une certaine cohérence à tout ce sujet pour qu'il y ait une compréhension de la science et de la science pour la gouvernance et que ça permette au gouvernement de prendre leurs propres décisions. Et en termes de science et la source des informations sur la MRS, même avec les informations que l'on connaît sur ce qu'on devrait apprendre ou pas, comment veille-t-on à ce que ces discussions soient le plus inclusives et équitables qu'elles devraient l'être? Et est-ce que l'IAI peut aider à cette inclusivité? Merci Marc. Je pense que la rencontre que nous avons eue en Jamaïque est un premier pas, car nous avons eu certains des scientifiques les plus formidables impliqués dans cette recherche, plus des politiques qui pourraient être intéressés à en savoir plus sur ce sujet. Et étant donné que sur le continent américain, nous avons des partis qui ont la grande capacité institutionnelle d'investir s'ils le choisissaient, et des partis qui simplement ne pourraient pas faire ceci à grande échelle. Donc je pense que c'est vraiment très important. Et ils ne sont pas simplement, rencontrés les grands scientifiques et qui pouvaient répondre à leurs questions, mais ils se sont également rencontrés dans les dîners, dans les hôtels, autour de réunions informelles. Mais vous savez que fort souvent, les réunions informelles sont plus précieuses que les formelles, les officielles. Donc je pense que c'est une première étape. Mais en fonction des commentaires et des retours que l'IAI va avoir sur la gouvernance, on mettrait l'accent sur plus de besoins, plus d'informations, plus d'explications approfondies. Et on essaierait de réunir des parties qui ont de l'intérêt pour développer ceci. Dans ce contexte, la gouvernance internationale est face à trois questions. Trois questions. Et je pense qu'il faut que ça demande de l'attention et des discussions. C'est la responsabilité, la réparation et l'application. Et comment un instrument d'un traité multinational
Comment peut-il garantir ces mécanismes de responsabilité, de réparation et d'application? Nous avons un peu parlé avant de l'interface entre la science, la politique et comment le public devrait comprendre la science. Et quels sont les défis de communiquer cette science et d'autres sujets, bien sûr, mais bien sûr, de communiquer donc sur la MRS, de parler des risques qu'il y a à le faire face à des risques qu'il n'y aurait à ne pas entreprendre d'action, les risques connus et inconnus. Ça peut être très difficile pour les personnes de mettre ces risques en balance, c'est-à-dire que ça, c'est risqué, mais il faudrait le comparer, c'est le risque qu'il n'y aurait à ne rien faire. Quel est votre comment vous pouvez expliquer aux personnes même personnes à mettre en balance ces différents risques, risque à l'action et risque à l'inaction? L'approche risque-risque est certainement la meilleure à adopter pour la MRS, car euh, imaginez qu'on atteigne 3 degrés et qu'on dépasse même ces 3 degrés. C'est le pire des cas, le pire des systèmes qu'on a, mais il faut imaginer ces pires scénarios. Je pense que un message que l'on doit donner au public, c'est que la MRS n'est pas une solution. Les émissions doivent être réduites, et il faudrait s'en tenir au 1,5 degré. Et la MRS ne fait qu'ouvrir qu'une petite fenêtre temporelle pour donner au pays un peu plus de temps de prendre des actions visant à baisser leurs émissions et pour rester au réchauffement de 1,5 degré. La MRS n'est pas une solution. La crainte dans les discussions autour de la MRS, c'est que beaucoup de personnes aient peur que la MRS soit utilisée comme une solution et qui nous ne pousse pas à limiter les émissions et à les réduire considérablement. Et je pense que c'est une préoccupation tout à fait valable du public et des politiques également. Donc, ça explique ce contexte que si le monde arrive à un point où la société humaine est face à une menace existentielle urgente et imminente et qu'on ne peut plus contrôler les impacts, alors c'est à mon avis à ce moment-là que le déploiement de la MRS pourrait être envisagé. Si les États sont capables de baisser leurs émissions et de prendre les actions nécessaires et requises pour avoir ce dépassement d'1,5 degré et espérons en dessous même d'1,5 degré, alors il n'y a pas besoin de prendre en compte la MRS. Mais même si on avait un réchauffement de 3 degrés, on ne sait même pas si la MRS serait la solution. Et donc, même si on ne sait pas comment les écosystèmes réagiraient à ceci. Donc, c'est cette compréhension des risques connus et inconnus en corrélation et qu'il faut communiquer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la IAI s'attache à donner la science, à donner les données scientifiques aux politiciens pour que eux et le public puissent poser des questions scientifiques dans leur langue, leur propre langue, le langage auquel ils sont habitués, et afin que tout ceci ait plus de sens et qu'on puisse véritablement comprendre tous ces risques. Et est-ce que vous savez si vous en savez assez? Comment pourriez-vous vous dire, ah ben, j'ai assez d'informations pour faire tel et tel conseil? Les modèles sont encore assez limités. Non, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir dire à quel niveau de corrélation est ceci ou cela. Ce que l'on peut dire, c'est que l'on est face à une menace existentielle et que si les politiques ne sont pas mises en place très vite pour rester en dessous des 1,5 degré, l'impact sera très grave. Et nous faudra alors des solutions pour répondre aux défis auxquels nous serons face. Et l'une des caractéristiques des politiques en matière de science et des débats scientifiques,
Et c'est que dernièrement, il y a eu beaucoup de mauvaises, de fausses informations. Et il y a ces outils en ligne qui parlent, d'ailleurs, l'OMS a parlé d'infodémie. Comment vous faites face à ceci dans votre travail? Quelle est votre façon de bloquer cet accès et cette propagation des mauvaises informations et qui sont des chiffres et des faits qui sont faux? Je crois que c'est une question que discute toute organisation scientifique et c'est capital. Et c'est toute la question de communiquer la science. Comment on peut communiquer exactement une approche risque-risque dont on ne connaît pas tous les éléments, sur lesquels on n'a pas toutes les informations, les choses où il y a des choses qui sont grises, c'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, la corrélation n'est peut-être pas ceci, cela. Mais, bref, comment on explique tout ceci dans le contexte où c'est du sens? Alors que face à nous, il y a cette concurrence de médias, différents médias, les réseaux sociaux, et qui, d'une façon très efficace, communiquent avec toute les outils modernes des fausses informations. Et donc, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'apporter des informations qui sont fondées sur la science aux politiques, de façon à ce qu'ils puissent couper court à cette désinformation et comprendre la question. Et je pense que c'est pour ça qu'il est si important que les scientifiques et les politiques est toujours une façon de discuter les sujets ensemble, soit capable de comprendre les priorités des autres, le langage des autres, les termes utilisés par les autres. Oui, l'émotion peut vraiment nous jouer des tours, mais justement, même les esprits les plus rationnels et les esprits les plus enclins aux scientifiques sont face à ceci. Et je me demande justement si je ne pourrais pas finir sur cette note. C'est qu'il est difficile pour chacun de lutter contre le changement climatique. C'est vraiment un grand sujet qui peut nous causer de la peine, nous déprimer, et même pour les personnes qui sont des professionnels de cette question. Donc vous, justement, qui travaillez depuis longtemps dans ce sujet et qui comprenez ce qu'est le changement climatique, ce doit être difficile de ne pas être affecté par ceci. Comment faites-vous face? Comment vous frayez-vous un chemin et équilibrez-vous l'espoir et le sens de l'action d'intervenir et l'approche rationnelle, et tout en étant conscient de l'ampleur du défi auquel nous sommes face? Quelle est votre philosophie en la matière? J'enseignais les statistiques et mes étudiants de première année, en particulier ceux des sciences sociales, avaient une peur gigantesque des mathématiques. Et mon exemple préféré, et c'était celle de du pot qui est plein d'oursons en gélatine, de bonbons, et que donc toute estimation individuelle du nombre d'oursons qui sont dans le pot n'était pas aussi proche au vrai nombre que la somme totale et la moyenne de toutes les estimations personnelles. Et j'ai toujours vu que c'était comme quelque chose de magique. Et c'est comme ça que je pense à la dialectique finalement. Je pense que si l'on peut couper court à la désinformation, si l'on peut donner aux politiques et communiquer clairement les défis, s'ils ont les preuves et les bases scientifiques nécessaires, je pense que la somme de tous ces votes fera la différence. Et je suis plutôt optimiste. Vu le sujet, je pourrais être pessimiste, mais j'espère encore que, et je crois franchement au processus républicain et démocratique et de prise de décision, qui est donc avec les personnes qui votent. Et je pense je, que l'IAI doit justement, comme institution internationale, à la responsabilité, vraiment véritablement chevillée au corps, de donner aux policiers les meilleures preuves scientifiques qu'on peut avoir pour leur donner la possibilité de faire prendre les meilleures décisions au nom de leur peuple. Et je ne peux rien dire d'autre. Et je pense que vraiment
on sera capable de survivre. Et je pense qu'on sera capable de faire face à ce défi mondial. Merci beaucoup, c'est très bien de finir cette note optimiste. Merci beaucoup, Marco Regis da Silva. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.